Je ne sais pas si vous ferez de la chirurgie, mais vous entendrez forcément un jour. Ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. Je vois pas pourquoi on change. Le plus marquant, entre guillemets, c'est la plaie par arme à feu thoracique chez le jeune de 20 ans qu'on avait opéré en urgence. Ouais, ça a été dur. Ça a été difficile comme expérience. Ça va mieux, hein, je vais pas Bien pleurer, sûr, rassurez-vous. bien Hein. sûr. Mais ouais, ça a été dur d'appeler la famille et tout après. Ouais, ça a été difficile. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Au Microscope. Donc, tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne sauraient pas, même s'il y a déjà eu des épisodes. Donc, je m'appelle Yanis, je suis étudiant en troisième année de médecine à Nancy. Et je vais laisser Kiki se présenter aussi. Et donc je m'appelle Tiski et pareil, je suis vice-présidente chargée des projets au sein du TCN, donc le tutorat de la carabine NCL. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous le professeur Renaud, donc PUPH chirurgien thoracique. Exactement. Ouais. Et est-ce que vous pourrez vous présenter, s'il vous plaît Je vais compléter un peu, mais ça a déjà un peu été fait. Stéphane Renaud, donc PUPH de chirurgie thoracique au CHU de Nancy, et donc en théorie enseignant aussi à l'Université de Lorraine. Ouais. Ok, ça marche, ok. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a poussé à choisir la médecine comme carrière? Alors c'est une très vieille histoire parce que finalement si on demandait à mes parents, déjà tout petit, je voulais être chirurgien cardiothoracique. Ah, Donc ouais, et finalement, alors comme tout le monde, hein, j'ai changé plein de fois je crois, mais en fait ouais, ça date d'il y a très longtemps. Et en fait c'est lié à ma mère qui m'avait acheté un petit livre quand j'étais petit, qui doit toujours exister d'ailleurs, et qui s'appelait Le corps humain, cette étonnante machine. Ok. Et où ils expliquaient tout le fonctionnement avec des coupes anatomiques et ça m'a vraiment ça m'a vraiment donné envie de faire médecine et de comprendre le fonctionnement du corps humain et de le soigner. Donc ça date maintenant d'il y a quelques années. Ok, ça marche. Un livre qui a créé une passion et Ouais. une envie. Ok. ouais, c'est vrai. On avait un autre invité qui avait ça aussi. Le même livre? C'est drôle. Alors, le même livre, je sais pas, la coïncidence serait folle. Mais c'est vrai que c'est toujours un livre ou quelque chose comme ça quand on est bébé, enfant qui. Ah, parce que moi j'ai pas de médecin dans ma famille. Moi Ah. je suis le seul médecin de ma famille, donc c'est pas une passion qui a été transmise familialement ou quelque chose comme ça. C'est vraiment j'ai trouvé ça incroyable. Je trouvais que le corps humain, et en l'occurrence, c'est vraiment une étonnante machine et ça m'a passionné. Et ce livre, je l'ai lu, je crois, des centaines de fois. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment une graine qui a été plantée et c'est vraiment. Complètement. Et là, Donc, c'est une il belle faut place. acheter des livres à nos enfants. Il faut acheter des livres aux enfants, ouais. Faut acheter des livres aux enfants. Ou leur transmettre des passions, Bien sûr. mais ouais, on en apprend des choses dans les livres. Ou sur les podcasts. C'est vrai, Ah, c'est vrai, c'est vrai. un petit placement, ça fait plaisir. Ouais. Et bah du coup, la prochaine question c'était avez-vous toujours voulu faire ça? Donc en soi, oui. Alors c'est l'idée, oui, originale, ouais. C'est vraiment l'idée originale. Après, je crois comme tout le monde, on se perd un petit peu, hein. Oui. Enfin, ou en tout cas, on s'interroge. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'intéressé par plein de choses. Mm. Et je pense, même aujourd'hui, je me le dis, j'aurais pu trouver un intérêt dans énormément de choses. Alors surtout la science. Moi, je suis pas moi je l'avoue, je suis pas trop un littéraire. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je suis parti sur ingénieur parce que j'ai un grand frère ingénieur et que toute cette partie robotique, automatisation, etc., ça m'intéressait. Et donc partir vers la cybernétique, c'est quelque chose qui m'intéressait à une période. Après, j'ai découvert la physique et l'astronomie et j'ai voulu devenir astrophysicien. Passionnant ça aussi. Hein. Et ma mère m'a dit que des astrophysiciens, il n'y en avait pas beaucoup dans le monde. Et donc il fallait peut-être remettre un petit peu les pieds sur terre et se réorienter vers autre chose. Il y a droit qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai été impressionné. J'avais vu un jour une émission à la télé sur les concours d'éloquence Mm. et j'étais impressionné par cette capacité à argumenter, à parler bien en l'occurrence, à défendre des gens même si on savait qu'ils étaient coupables, mais en tout cas de jouer sur la loi de façon à diminuer les peines et du coup de bien connaître la loi. Et puis finalement, un jour, je suis retourné au bloc avec un chirurgien et puis l'envie est revenue. Tout simplement. L'envie est revenue en voyant, alors en l'occurrence c'est de la chirurgie digestive, donc c'était un abdomen ouvert. Alors comme ça fait peut-être pas trop rêver, hein, Ouais. mais moi enfin l'ambiance du bloc opératoire, voilà cette capacité voilà soigner les gens, à utiliser ses mains, moi ça m'a assez impressionné. Je me suis dit non, c'est vraiment C'est ça que ça. je veux faire. Et c'est vers quel âge cette Le retour à la réalisation? chirurgie, Ouais. j'avais 16 ans je crois de mémoire. Ouais, un petit peu avant le bac, ouais. Mm. Ok, ça marche. Et
Les études avant, médecine, ça se passait bien, Alors, ça c'était- dépend, il y a des enfants qui regardent ou pas? il y a un peu tout. Alors, moi, j'ai jamais été dans les premiers de la classe, hein, mais j'ai jamais été un grand travailleur. C'est-à-dire, je crois que j'avais la chance d'avoir une bonne mémoire et puis de capter vite. Et donc, bah, j'écoutais en cours et puis ça s'arrêtait là. Je travaillais pas beaucoup et puis ça m'a permis, en tout cas, ouais, de passer d'année en année jusqu'au bac. Et puis après, la réalité est arrivée, ouais. Ça, on aura le temps d'en reparler. Y a-t-il eu un moment déterminant ou une personne en particulier qui a influencé votre choix de vous De tourner d'aller en vers la médecine. médecine? D'aller en médecine? Alors, bon, il y a mon médecin, le médecin de famille, en tout cas à l'ancienne, qui effectivement, plein de fois m'a dit ça reste le plus beau métier du monde, etc. Donc, qui a fait renaître aussi cette envie de retourner vers la médecine. Et puis, il y a effectivement, je me souviens de son nom, hein, le docteur Jenner, qui était chirurgien, alors qui est retraité maintenant, mais qui était chirurgien digestif à Troyes, dans la petite ville où j'ai grandi, qui m'a amené au bloc avec lui. Et oui, très clairement, lui, là, en tout cas, il a été déterminant sur médecine et chirurgie. D'accord. Ok, ça marche. Oui, bah, souvent, il y a une personne même, enfin, pas forcément du cercle proche, hein, mais une personne qu'on voit travailler. Ou... C'est ça. Bon, après, je l'avoue, hein, moi j'ai, comme tout le monde, regardé des séries médicales. Hein. Voilà, et moi à l'époque, c'était la série Urgence. Je ne connaissais Ah, pas ouais. Urgence. Si, Si. j'ai pu la voir, ouais. Et alors, il y avait un chirurgien, le docteur Benton, et je sais pas, moi, il m'impressionnait. Ouais. Il m'impressionnait, il était hyper fort, et voilà, il savait tout, il était méga bon. Et ouais, bon, il a fait partie des personnages fictifs auxquels on peut s'identifier voilà, dans des séries. Et donc, ouais, alors c'est pas lui le déterminant, mais ouais, ça m'a donné envie. Ça en fait partie Ouais, aussi ça en fait partie. Ouais. des personnes. Mais c'est beau de Ok. voir quand même qu'il y a un domaine et en plus une spécialité en particulier, vraiment chirurgie, qui vous a intéressé dès le départ, enfin, vers l'âge de 16-17 ans. Enfin, c'est vrai que c'est assez rare, souvent ça se choisit à la fin, vers l'internat, etc. Et là, c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est vraiment très tôt, même cette idée de chirurgie, quoi. Alors moi je suis assez manuel, hein. Moi j'ai toujours aimé bricoler. Moi une de mes passions à côté c'est le bricolage en fait. Moi j'ai toujours dit d'ailleurs, j'ai toujours dit, je rigole en disant je vais arrêter la chirurgie, je vais devenir ébéniste. Moi j'adore bricoler et depuis tout petit en fait. Et je voulais un métier quand même où j'utilisais mes mains. Et donc ce qui alliait un petit peu les deux, c'est-à-dire toute cette partie science qui m'intéressait, la médecine. Et puis les mains, parce que nous c'est quand même un vrai métier manuel, hein. C'était la chirurgie, donc ouais j'ai toujours été en tout cas axé vers la chirurgie. Ouais, c'est intéressant. Magnifique. Franchement, c'est vrai que c'est important. Et ça permet, je pense, aussi de réussir ses études. Enfin, quand on a une forte motivation, on aspire vraiment à faire ça plus tard, ça peut que nous aider aussi durant nos études. Hein. Ouais, je te rejoins, tu sais, quand j'étais en première année, il y a des gens qui te marquent, hein, je crois, dans tes études, dans ta vie. Et je me souviens d'un des profs qu'on avait, qui était un de nos profs de physio, qui nous avait dit en première année, si vous n'avez pas le feu sacré, vous n'irez pas jusqu'au bout. Et je pense qu'il a raison. Alors, je pense qu'il faut sortir de cette époque où la médecine c'était un sacerdoce et voilà, les générations changent. Alors, pas toujours en bien, mais en tout cas, il y a des choses qui sont pour le mieux. Non, mais très clairement, je pense que voilà, nous on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter à notre époque. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un brin de passion. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait et être passionné du début à la fin, parce que c'est des études longues et difficiles. On apprend des choses qui nous intéressent pas beaucoup, hein, faut dire ce qui est. La biochimie, j'ai rien contre les enseignants de biochimie, mais on a du mal à comprendre au début à quoi ça va nous servir. Enfin, moi, à titre personnel, voilà, il y avait des choses qui étaient difficiles à travailler, et il faut garder ce feu sacré en se disant oui, mais un jour, je ferai ce que j'aime. C'est sûr. C'est la passion, quoi. C'est mon conseil de vieux. Ouais. Non. Pas si vieux, mais oui. Pas si vieux. C'est un très Alors, beau conseil. la bonne réponse aurait été non, Pas vieux pas du tout. jeune, Mais non. pas vieux, oui, pas vieux, oui. C'est ça la bonne réponse quand même. Non, mais Alors si tu passes en stage, c'est invalidé. Ouais. Je me souviendrai de toi. ça va. Les stages vont être super. Et plutôt sur le côté formation et parcours académique. Donc, comment s'est déroulée votre formation académique à partir du coup de la première année et jusqu'à maintenant? Alors moi j'avoue quand j'étais à la fac j'ai pas compris ce parcours académique, je l'avoue, hein. Moi je voulais être médecin et quand on est arrivé et qu'on nous a présenté le parcours académique avec les masters etc, je me suis dit moi les éprouvettes, moi ce que je veux c'est opérer des gens et ça m'intéresse pas. Donc en fait à la fac moi j'ai rien fait, mais j'avoue que c'était une erreur, hein. Et ce qui fait que quand je suis devenu interne et que j'ai un petit peu réalisé qu'en fait il fallait beaucoup de choses, et j'ai repassé mon master 1 comme interne. Donc ça c'était un petit peu de travail, hein, je l'avoue. Ensuite j'ai fait mon master 2, je me suis arrêté un an pendant mon internat, en fin d'internat, avant ma dernière année d'internat pour faire mon master 2. Et ensuite moi j'ai enchaîné sur ma thèse de sciences, la thèse d'université pendant 3 ans, donc entre mon internat et mon clinica.
Et puis j'ai passé ma thèse de sciences pendant mon clinica à Strasbourg, donc tout à Strasbourg. Ok, ça marche. Ok. C'était possible de concilier les deux à part le master 2 du coup. Alors, même le Master 2, hein, c'est pas une obligation de c'est- s'arrêter. Je pense ok. que c'est pas mal, honnêtement. Ça fait une coupure dans la médecine. Ça permet de découvrir autre chose, de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Et donc, j'étais à plein temps au labo. Alors, c'est toujours possible de faire les deux. Honnêtement, ça demande beaucoup de travail. Enfin, moi, j'étais chef de clinique de chirurgie. Clinica de chirurgie, bah, on est là pour opérer, hein, on passe du temps au bloc, donc réussir à se dégager du temps pour aller au laboratoire, c'est pas toujours simple, mais ouais, c'est faisable, bien évidemment, mais tout est faisable, il y a pas de limite. On peut tout faire. Ok. C'est rassurant, en même temps, il y a Non, travail, quoi. tant que la motivation est là, on peut tout faire. Je pense qu'il faut, enfin, il faut pas se démotiver. Si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller parce que je pense qu'il faut pas avoir de regrets. Et si vraiment on a l'envie et que l'envie est là, il faut aller jusqu'au bout pour pas se retourner un jour et se dire, en fait, j'aurais dû. Bien sûr. Oui, oui, c'est sûr. Bien sûr. Deuxième conseil de vieux. On les prend. Pas on les vieux prend. du tout. Cette fois-ci, je suis Ah bon. ouais. Non. Toujours sur le parcours académique, quels ont été réellement les défis que vous avez rencontrés en tant qu'étudiant ou jeune médecin et comment est-ce que vous les avez surmontés? Est-ce que vous en avez déjà? Alors en tout cas sur ce parcours master, thèse de sciences, etc. C'est ça, et même dans le parcours médical de manière Classique avec les générale. stages, avec. Voilà, c'est D'accord. ça. Alors sur le parcours académique, on est éloigné nous quand même, hein. Enfin surtout en chirurgie. Moi j'ai fait tout ça en tant qu'interne, donc on est très éloigné de la science fondamentale. Faut dire ce qu'il y a, on n'en fait plus en tant que chirurgien. Et donc il faut se replonger dans tout ça. Il faut dire ce qu'il y a. Une fois qu'on est sorti de la fac, c'est difficile de revenir à de l'immunologie, de la génétique, de la biologie moléculaire. Même si moi ça me passionnait, c'est difficile une fois que la journée est finie, qu'on a fait les blocs, de revenir à la maison, de retravailler, c'est difficile. Donc on n'a plus envie. Donc ça a été dur. Moi je me suis heurté aussi, très honnêtement, moi je suis un des chirurgiens de cette nouvelle génération où en fait on commençait à faire des masters qui étaient très fondamentaux, la recherche très fondamentale. Donc moi j'ai fait de la culture cellulaire, voilà, j'ai travaillé sur des altérations moléculaires et ça faisait beaucoup marrer mes potes. Ça faisait beaucoup marrer mes potes chirurgiens qui comprenaient pas pourquoi j'allais là-dedans et pourquoi, comme tout le monde, je faisais pas de la recherche sur animal, à disséquer voilà, des gros animaux. Donc ça a été dur quelque part de persévérer parce qu'on comprenait pas pourquoi moi j'allais là-dedans. Finalement, aujourd'hui, c'est à moi que l'histoire a donné raison, mais on comprenait pas pourquoi j'allais là-dedans. Après, ça, je pense que. Et puis concilier les deux en même temps. Ce que je disais, c'est-à-dire c'est faisable, mais effectivement, ça demande un investissement. Et puis, bah, comme tout le monde, hein, il y a des moments où on n'a plus envie, on a envie de faire autre chose, on a envie de s'arrêter. Et donc, et on n'en voit pas toujours le bout. Ça, c'est sûr que c'est long. C'est long et c'est pour ça qu'il faut garder la motivation. Et moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré, hein. J'étais bien entouré par les gens qui m'encadraient, qui m'accompagnaient. Et je pense que ça, c'est important aussi. On n'a pas toujours la chance de rencontrer les bonnes personnes, il faut un peu de chance dans la vie des fois, mais c'est important si on peut de bien s'entourer des bonnes personnes. Quand on est jeune, on n'a pas toujours le choix, on va vous mettre des gens autour de vous et puis vous travaillez avec eux. Mais je pense que les principales difficultés, elles ont été là. Sur les études de médecine, moi je garde un super souvenir de mes études de médecine. Bien évidemment, on a envie hein, de faire de la médecine, voilà, d'arrêter de la paperasse. On est tous passés par là pendant l'externat avec des stages que je citerai pas parce que peut-être qui regarderont, Ouais, le podcast. où on est là pour uniquement recopier des papiers, voilà, qui sont pas très intéressants. Je pense que probablement le sentiment d'un manque de considération quand j'étais externe, de servir à rien, qu'on connaisse même pas mon prénom, et nous on avait des stages de 3 mois des fois, hein, et qu'au bout de 3 mois on continue à t'appeler l'externe. Ouais, ça j'avais trouvé ça un petit peu le manque de considération et parfois le sentiment, même si c'était peut-être pas vrai, hein, mais je vous raconte la perception que Ouais, j'avais, bien sûr. qu'ils voulaient pas nous former. Alors que nous, ce qu'on voulait, en tout cas moi, ce que je voulais, je peux pas parler pour mes collègues, hein, c'était de devenir médecin. Mais en tout cas, et probablement si le premier rapport à la mort. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne nous forme pas à la fac à ça. Et le premier décès que j'ai vu, moi, j'avais jamais eu de décès dans ma famille. Donc, le premier décès que j'ai vu, j'étais externe au SAMU. Et on fait une sortie SAMU et on arrive et le mec, il est mort sur le canapé. Et en fait, le médecin me dit, on va le masser pour la famille. Parce que de toute façon, ça faisait trop longtemps qu'il était arrêté. Et en fait, j'ai trouvé que de la même façon, le débrief qu'il y avait derrière, en l'occurrence, il était inexistant. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas... Personne m'a demandé si ça allait. Et je trouve qu'on est mal préparé à ce genre de situation. Et à la différence, je pense, de beaucoup de métiers,
où derrière va y avoir un débrief, on va discuter. Mm. Nous, on n'a pas discuté pour me demander comment j'avais vécu les choses. Comme si, en fait, à une vingtaine d'années, c'était normal de se Normal, confronter Oui, à la c'est mort, ça. et puis de se dire que c'était normal. Et de la même façon, l'expérience un peu parallèle, c'est quand j'étais interne en chirurgie cardiaque. On faisait du cardiaque congénital chez les tout petits, et moi, je venais d'avoir mon petit garçon. Ah. Et il avait 3 4 mois à l'époque. Et en fait, on opère un petit, pour la faire courte, il meurt sur table. Mm. Et horrible. En plus, D'accord. transposition, Oui, voilà. bien sûr. Et de la même façon, le chirurgien cardiaque qui a vu que j'étais pas bien en face m'a juste dit, si tu veux, tu peux sortir de la salle. Et après, on n'en a plus parlé. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas, nous, des situations de débrief comme ça, c'est parce qu'on vrai. est des humains. On a le Mm. droit d'avoir des sentiments, vivre des choses difficilement. Et ça, ouais, je trouve un petit peu ça dommage dans notre formation. Mais sinon, par ailleurs, non, moi, je garde un super souvenir de mon externat, des stages, la très grande majorité des cas, ouais. Mais c'est vrai qu'on dirait Ouais. qu'il y a une barrière émotionnelle un petit peu dans ce cadre-là. Enfin, je sais pas si c'est encore le cas ou si vous essayez d'instaurer maintenant un cadre un peu de partage, voilà, de débrief, comme vous dites. Mais c'est vrai que l'impression qu'on a un petit peu des chirurgiens et même au bloc, c'est de se dire que c'est une ambiance très froide, très technique, très voilà. Et puis une fois que le geste technique est terminé, bah on passe à la suite quoi. Mais du coup, il n'y a pas de vraie relation avec le patient. Il y a des gens qui pensent comme ça, tu vois, pas de vraie relation avec le patient, pas de vraie relation avec la famille. Qu'est-ce que vous en Alors pensez? je pense pas que ce soit le cas. Je pense que, Mm. alors il y a une chose qui est sûre, c'est que on est obligé de se détacher de la personne Mm. pour être objectif techniquement. C'est-à-dire que moi j'ai vu une situation en particulier où on opère, j'étais interne encore, hein, on opère une jeune d'une quarantaine d'années, on a une hémorragie massive au bloc, on n'arrive pas à contrôler le saignement, et le chirurgien en l'occurrence, que j'avais jamais vu angoissé, dit elle a des enfants. Et là, on s'est tous rendu compte qu'il était plus dans l'opération. Il était plus Mm. dans comment je vais faire pour contrôler ce saignement. Il pensait aux conséquences. Et du Ah. coup, il a fait appeler un autre chirurgien qui lui est arrivé, a été très objectif, à contrôler le saignement. On a réglé le problème. Et Mm. en fait, en tout cas, on est obligé de se détacher. Et je pense que c'est pour ça, alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas, ou en tout cas que c'est difficile d'opérer des proches de la famille, Oui, parce ok. qu'on a plus de détachement. Mm. Si j'ai une complication, oulala, les conséquences, alors que un malade entre guillemets lambda, même si on s'investit, parce qu'il nous fait confiance, hein, il nous dit, voilà, il s'en remet à nous, hein. Donc on est investi, mais on est effectivement sur cette concentration technique de il faut que ça se passe bien. Mm. Et en tout cas, effectivement, on voit. Je pense qu'on se focus sur une zone opératoire et on se dégage un petit peu. Mm. Pour autant, moi, ça me paraît hyper important. Euh, Moi, j'ai déjà été voir des internes après un décès pour leur demander si ça allait. Mm. Tout simplement parce que rien que des fois de dire non, ça a été dur, pour telle raison, ça fait du bien. Oui. Mais je pense qu'il faut qu'on évite les ruminations des gens d'une façon générale. Et donc ça, oui, je pense que c'est important. Ou même un jeune qui a une complication, je pense que c'est important de lui demander est-ce que ça va. Parce que c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, au bloc, il y a en tout cas effectivement une vraie implication sur le malade, même avant déjà. Encore une fois, il s'en remet à nous. Mm. Au bloc opératoire, je pense qu'effectivement, on est obligé de mettre cette sorte de voile, Mm. de mettre un peu de distance avec le patient, geste technique. Et comme ça, si jamais il y a une complication, on reste objectif, on s'occupe de la complication, et le malade, comme ça, il s'en sort. Mais si jamais l'affect rentre en compte, je pense qu'effectivement, ça devient compliqué. Et Mm. c'est une image, du coup, je pense. Je comprends. Mais ouais, sur le côté plutôt enfant, c'est vrai qu'on a eu un invité la semaine dernière qui nous a dit que justement sa pratique, elle avait un peu changé depuis qu'il a des enfants Mm. sur les enfants. Donc c'est un Mm. urgentiste qui nous a dit ça. Et je voulais savoir si vous en avez parlé, qu'il y a eu des fois ou des projections Mm. de votre enfant. Est-ce que vous avez des techniques ou est-ce que du coup avec le temps vous avez réussi à un peu plus avoir de distance ou il y a toujours cette pensée des fois sur un enfant? Alors, je pense que c'est. Alors, moi, j'ai la chance du coup, de quasiment pas opérer d'enfants. Nous, on fait les jeunes adultes, hein, c'est-à-dire 16 17 ans. Voilà, donc, il n'y a plus de transfert. Après, d'une façon générale, on a tous des situations où. Alors, je me souviens plus exactement, les mecs qui nous ont fait les cours de psychiatrie m'en voudront, mais parce que c'est pas du transfert, je crois, de médecin à patient, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, tu vas transférer une situation parce que tu la revis, ça te rappelle quelqu'un, ça te touche un petit peu plus. Et donc, oui, il y a des moments où il y a des gens qui vont te raconter des histoires et ils vont te toucher un peu plus que les autres parce que ça va te rappeler une histoire personnelle, ça va te rappeler quelqu'un de ta famille et tu vas être plus touché par ces gens-là que par d'autres. Et je pense que avec le temps, on met peut-être un petit peu plus de distance, mais on est toujours touché. Il y a toujours un moment où tu vas être touché. Enfin, moi, tu sais, on perd malheureusement tous des patients, c'est le lot de la médecine. Et moi, j'ai un patient qui décède et j'ai la fille au téléphone. Et pourtant, c'est pas la première fois que j'annonce un décès, hein, mais elle m'a fait une peine
incroyable. C'est-à-dire sa façon de parler, de me dire les choses, elle m'a transmis une peine. Et pourtant, je t'assure, je pense faire partie des gens qui Oui, savent oui. mettre de la distance, hein. Oui. Mais elle m'a transmis une peine incroyable sur le décès de son père. Et pourtant, elle n'a pas été agressive. Donc, on sera toujours touché. Et je pense que c'est bien. Il faut être touché. On est des humains. On travaille avec des humains. On n'a pas des robots en face de nous. Et je pense que c'est important qu'on garde quand même un minimum d'empathie. Alors, l'empathie, c'est pas prendre la peine des autres et rentrer chez toi et tu pleures tous les soirs. Je pense que là, c'est invivable. Mais je pense qu'il faut un minimum qu'on soit touché par l'histoire des gens et par les gens. Sachant qu'encore une fois, il y en a qui toucheront plus que d'autres, mais un minimum de façon à comprendre pourquoi ils sont dans cette situation, pourquoi par moments ils sont agressifs. Ouais, non, on sera toujours touché. Donc mettre un mur complètement, non. Non. Mais ouais, il y a des techniques ou même prendre un peu de distance, mais toujours être touché, ça, c'est super important, c'est vrai. Ouais, Ça, bon, ça des doit- techniques, je crois qu'il n'y en a pas. Et puis on est tous différents, tu sais, il y a des gens C'est qui vrai. sont pas empathiques, il y a des gens qui le sont plus que d'autres. Ouais. On est tous différents. Je crois qu'il faut savoir faire aussi avec la personne que tu es, tout C'est vrai. simplement, et t'adapter au fur et à mesure du temps. Mais il faut pas, en tout cas, se noyer des histoires des gens, sinon Bien sûr. c'est trop difficile. Mm. Trop difficile. Surtout en médecine. Bon, on vit des C'est histoires compliqué. terribles, hein. Ouais, Ouais. c'est ça. En fait, c'est des histoires humaines. Et donc, forcément, c'est Ouais. toujours touchant, quoi. Forcément. Ah, il y a des histoires plus terribles que d'autres. Ouais. Ouais, c'est ça. Putain, et nous qui faisons beaucoup de cancers du poumon, il y a l'avant et l'après. Il y a certains malades, ils arrivent, ils sont Bien. bien, et puis ils repartent, ils ont un diagnostic de cancer du poumon, et la vie, elle change. Oui, tout La à vie, fait. elle change, donc il faut aussi, encore une fois, savoir être empathique. Savoir qu'on a des humains en face de nous. Ok, Mhm. ça marche. Là, pour plutôt parler d'une expérience que vous avez. Donc, vous avez une expérience d'1 an à l'université de McGill au Canada, à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Comment cela a vu le jour? Et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Alors, pour la petite histoire, tu sais, on sait souvent les gens qui n'ont pas été, parce qu'en fait, on dit pas McGill, mais McGill. McGill. Ah, mais c'est pour la petite blague. Ouais, mais- C'est parce que tout le monde dit McGill, mais en fait, quand il y a été, tu sais, c'est McGill. Ok. Mais non, mais c'est de la Comme taquinerie. Tu sais, moi, McDonald's. j'aime bien taquiner. T'es pas susceptible? Non, Toi non plus. Du tout, Non, du non. tout. Non, toi, a priori, t'es un peu susceptible de faire attention. Alors, comment ça s'est fait? Alors, pour être professeur, il faut partir dans un autre centre. Il faut faire ce qu'on appelle une mobilité. Ok. Et donc, moi, je voulais faire une mobilité déjà dans un gros centre, parce que c'est le moment où on est là normalement pour apprendre beaucoup de choses, et je voulais partir à un endroit anglophone. Et donc, au tout début, moi, j'aurais dû aller à New York, dans un très gros centre de chirurgie thoracique, le Memorial Sloan Kettering, qui est la mecque de la chirurgie thoracique mondiale. Et donc, j'y étais, j'ai passé une semaine avec eux, ils me prenaient. La difficulté, c'est que vous savez que nos diplômes, ils sont pas reconnus aux États-Unis. Donc, il fallait Ah. tout repasser. Première année, concours de l'internat. Et sauf que, bon, il y a eu plein de difficultés administratives, j'ai même pas réussi à m'inscrire au concours. Donc, résultat, on a mis New York de côté, et le Canada, donc on a une reconnaissance bilatérale, et moi en plus je voulais faire de la chirurgie de l'œsophage. Le plus grand centre de chirurgie de l'œsophage au Canada, c'est McGill. Et donc j'ai envoyé mon CV à McGill, et j'ai eu la chance d'être pris, parce qu'ils ont un système d'entretien, etc. Et donc j'ai eu la chance d'être pris. Et donc c'est professionnellement la meilleure expérience de ma vie, ouais. La meilleure expérience de ma vie. Déjà en termes de volume opératoire, c'était juste incroyable. Les Nord-Américains, je pense, ont une culture un petit peu différente de la nôtre, où ils ont cette envie de former, où on est là pour être formé, et où, à l'inverse de peut-être ce qu'on a pu entendre, qui existe peut-être encore aujourd'hui, j'en sais rien, où certains pensent que former, c'est former un concurrent, eux, c'est pas leur logique. C'est-à-dire qu'ils ont une fierté de dire, ce gars qui est chef de service là-bas, qui est, j'en sais rien, chirurgien là-bas, c'est mon moi élève. qui l'ai Il est formé. bon parce que c'est moi qui l'ai formé. Ouais. Et ils ont vraiment cette fierté-là. Moi, mon patron de McGill, qui est vraiment mon mentor aujourd'hui, c'est le mec qui a changé ma vie chirurgicale en tout cas, est venu me voir la semaine dernière à Nancy, et il m'a dit, je suis hyper fier de toi. Et il a rajouté, parce que c'est moi qui t'ai formé. Voilà. Donc ils ont ce petit truc-là. Et donc ça a été une expérience incroyable en termes de technique chirurgicale, humaine aussi, parce que encore une fois, ils ont une autre approche des choses en termes d'esprit d'équipe, d'aller vers l'avant, de toujours aller vers l'avant, d'avancer, de vouloir être le meilleur. Et moi, quelque part, ça m'alaise, cette façon de voir les choses, de toujours vouloir aller de l'avant. Donc ça a été une expérience incroyable. Après, c'est beaucoup de travail, énormément de travail. Les Américains, ils travaillent plus que nous. Moi, je pensais... C'est leur graal. Hein. Ah oui. Moi, je pensais que mon internet chirurgie avait été difficile, parce que moi, j'y étais, j'avais déjà fait 3 ans de clinica avant, d'assistanat avant d'y aller. Et en fait, le premier matin où je me lève à 5 heures pour aller faire la visite à 6 heures, et où je rentre chez moi le soir, il est 21 heures,
Ah Ah ouais. oui. Je me dis, je tiendrai pas une année comme ça. Ouais, c'est- Et en fait, on y arrive, c'est une autre façon de travailler, mais ils ont une culture du travail ouais, qui est tout autre. Et Qui au est- retour, vous l'avez senti ce changement? Ouais, complètement, ouais. Complètement. Mais déjà le matin, moi j'avais gardé une logique de me lever très tôt. Et donc, moi je comprenais pas pourquoi on commençait. Alors ça peut être tôt pour certains, mais moi 8h moins le quart, ça me paraissait hyper tard. Et puis oui, alors voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais me faire des ennemis, et j'en ai suffisamment, je crois déjà. Mais oui, oui, non, Oui. on travaille moins qu'eux, faut dire ce qu'il y a. Après, est-ce qu'on travaille moins bien, je ne sais pas. Mm. Mais en tout cas, sur le rythme de travail, il est bien plus intense que le nôtre. Mm. Mais est-ce qu'il y a des avantages à que ça soit enfin, je vais dire moins aussi intense, mais c'est pas français, mais Je sais pas, je sais pas. Je vais me faire des ennemis avec ces questions, hein. Je pense qu'on est moins efficient qu'eux. Je ok. pense qu'on est moins efficient qu'eux. C'est-à-dire que moi, eux, c'est l'équivalent fellow, c'est entre chef de clinique et PH. On est entre les deux. Mm. Et donc moi, j'étais là pour travailler beaucoup. Donc je travaillais énormément. Eux, une fois qu'ils sont au-dessus, ils vont avoir 2 jours par semaine où ils vont beaucoup travailler. Le reste du temps, c'est beaucoup plus cool. Ah, Ils sont aussi un nombre qui leur permet de faire ça. Mais en tout cas, sur les jours où ils vont beaucoup travailler, ils sont hyper efficients. oui, Ils sont ok. hyper efficients. Entre deux blocs, on avait 20 minutes. Entre le moment où on sortait le malade, quasiment on incisait le malade d'après, il y avait 20-30 minutes. Oui. Ce qui fait qu'on faisait un nombre de malades par jour qui était juste incroyable. Mm. Et donc oui, il y a une différence. Voilà, mais je vais me faire des ennemis après. Non, mais après, c'est être humble hein, de voir et de prendre le bon de quelque part, enfin, tirer des conclusions. Moi, je trouve, non, de voir qu'au Canada, moi j'ai fait des voyages, on en parlait juste avant, mais où j'ai vu que dans d'autres pays, ça fonctionnait différemment et sur certains points, ça collait plus avec ma mentalité. Et non, je trouve que c'est important Moi, je pense de que tirer des conclusions, surtout. ouais, et Et puis c'est pas- bien d'aller voir ailleurs, C'est Ouais. ça. dans tous les cas. Bien sûr. Prendre du recul, Ouais. sortir de sa bulle. On peut que s'améliorer de Bah toute oui, façon. c'est ça. Exactement. Prendre ce qu'on aime et ne Exact. pas prendre ce qu'on n'aime pas. Exactement. De se rendre compte que les autres font peut-être différemment, Mm. mais en fait ça marche. Et Mm. peut-être que finalement ça va mieux à soi-même de faire comme ça et Pour pas pouvoir comme ça. incorporer ces choses. Exactement. Donc c'est important d'aller voir ailleurs. On peut les ramener en France en plus. On peut. certaines idées. Moi j'ai ramené énormément de techniques hein, du Canada. Il y a énormément de choses qu'on fait aujourd'hui parce que je les ai apprises au Canada et ça m'a permis de les ramener effectivement après ici. Ouais. Ouais, Ok. complètement. J'aimerais bien aborder une autre partie encore de vos multiples casquettes, la recherche. Oui. La recherche aussi, partie intégrante de votre cursus, de votre quotidien. Est-ce que vous pourrez un peu en parler voilà, de ça, peut-être des recherches que vous avez faites, ou alors peut-être la recherche que vous... En tout cas, le sujet de recherche que vous aimez le plus. Alors, moi j'avais commencé, et c'est ce que je disais, tu sais, tu fais faire ta thèse de sciences, etc. Et on va t'amener sur une thématique, t'as pas vraiment le choix en fait. On te met dessus, donc moi j'étais, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais vous savez, les mutations de l'EGFR, etc. dans le cancer du poumon, en gros ça c'était mathématique. C'était Ok. les altérations moléculaires dans le cancer du poumon. Voilà. Et en fait, on dévie hein, progressivement, parce qu'après tu fais un petit peu ce que tu aimes. Sachant que nous, on a la chance, du fait qu'on a ce double cursus, de pouvoir avoir 2 axes de recherche, la recherche clinique pure, Mhm. où en fait on va prendre les malades, les données des patients, etc. Et puis on va regarder, et puis la recherche fondamentale. Et il y a le pont entre les deux qui est la recherche translationnelle. Et donc on a la chance de pouvoir faire ça du lit du malade à la paillasse, et donc ça c'est vraiment pas mal. Et en tout cas sur cette partie recherche fondamentale, moi je suis en train de partir progressivement, mais qui va sur ma partie clinique aussi. C'est, vous savez, vous avez peut-être entendu parler du ganglion sentinelle dans le cancer du sein, etc. Nous dans le poumon on est très en retard, comme souvent sur beaucoup de choses. Et donc moi mon truc c'est on essaye de montrer qu'en fait on peut faire du ganglion sentinelle en poumon, Ok. que ça marche. Et là, à l'heure actuelle, on est le seul centre en France à le faire. Et on est le plus gros centre au monde sur le ganglion sentinelle, où il faut qu'on se fasse mousser quand même. Ouais, quand même. Et donc, en parallèle, du coup, on est en train de développer un axe de recherche pour montrer que quand on s'amuse, nous, à faire des curages ganglionnaires et enlever tous les ganglions, en fait, on altère l'immunité des patients. Mm. Et du coup, vous avez entendu l'immunothérapie, voilà. Et donc, du coup, qu'on altère non seulement les défenses anticancéreuses du patient parce qu'on a altéré son immunité, et en plus, il va moins bien répondre après à l'immunothérapie. Oui. Et donc voilà, donc du coup les deux vont ensemble. Il y a la partie clinique sur le ganglion sentinelle. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a une vraie valeur pronostique?
Et je l'ai ramené à la partie fondamentale. Bah, finalement, c'est quoi les conséquences si on fait des curages chez les malades? Est-ce que du coup, finalement, pour faire simple, on favorise pas la récidive du cancer en faisant ça? Voilà. Bien sûr. Non, c'est vrai que c'est double. Ça, j'avais jamais vu de ce point de vue-là, où le ganglion, enfin, il est utile, mais en même temps, il peut être source de problèmes. Et donc, on ne sait pas comment on doit le prendre. Enfin, si on doit faire un curage justement ou non. C'est vrai que Alors, tu sais c'est que je me suis fait, alors pas c'est beaucoup compliqué. d'ennemis, mais les plus vieux chirurgiens que moi, ils sont pas très contents de ça, Mhm. parce que nous, on a un dogme en chirurgie thoracique, c'est, en France en tout cas, on fait des curages complets. On enlève Ouais, toutes les bilatéral, loges isométrique. ganglionnaires pour pouvoir faire la meilleure stadification possible. Et donc moi, quand je suis arrivé en disant non, je crois pas, Ouais, autant Ah te bah oui, dire que, mais là, on change un dogme. On bah change oui. un bien sûr. dogme, mais oui, oui, vraiment, je pense que on fait pas bien. Et en plus, probablement, à l'inverse, même, on ampute le malade de certaines chances. Mais tu sais, je connais pas bien les évolutions dans les autres spécialités, mais la chirurgie, les choses, c'est long à changer. Bien Tu sûr. sais, je sais pas si vous ferez de la chirurgie, mais vous entendrez On espère. forcément un jour, ça J'espère. fait 20 ans qu'on fait comme ça, Mm. je vois pas pourquoi on changerait. Mm. Et ça, C'est on pas l'a forcément. tous entendu. Mm. Et donc, changer les choses en chirurgie. Après, je serai peut-être comme ça quand je serai vieux, hein, et je dirais aux plus jeunes, non mais attends, ça fait 20 ans qu'on fait comme Ouais. ça, on va toucher à rien. Mais en tout cas, ouais, c'est long de faire changer les choses. Et Mm. bien évidemment, c'est important en recherche, mais ça, je pense que vous l'avez entendu des milliards de fois. Il faut qu'on ait des vraies preuves. On Bien soigne sûr. quand Oui, même oui, des oui, gens. tout à fait. On ne peut pas se permettre de, parce que moi j'ai l'impression que, du coup, on va changer les pratiques, et puis en fait, on va se rendre compte que non, on fait des C'est ça. bêtises depuis je sais pas combien de temps. Donc c'est long tout ça, mais ça fait partie, et c'est un des avantages de la chirurgie. C'est, on voit des choses au bloc, et en fait, on va réussir à les amener après au laboratoire. Bien sûr. Et il y a une interaction entre les deux, on en discutait un petit peu plus tôt, mais il y a d'énormes découvertes qui ont été faites par des chirurgiens. Vous savez, les anti-angiogéniques, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les anti-VEGF, tout ça. C'est un chirurgien qui a découvert les anti-VEGF. C'est ses travaux qui ont amené à ça. Vous savez, quand on fait des bilans d'extension dans dans les cancers, d'une façon générale, parce que les cellules, elles métastasent souvent au même endroit, c'est un chirurgien du 19e siècle qui a découvert ça, parce qu'il faisait des autopsies et qui s'est rendu compte que les femmes qui vont être cancer du sein, elles avaient toujours des métastases au même endroit. Donc il a réfléchi, il s'est posé des questions. Et je pense que c'est un des avantages de la chirurgie. On voit des choses, on se pose des questions, C'est et en ça. plus on a le matériel parce qu'on est au bloc opératoire. Bah oui. Donc on a tout pour faire de la recherche. Ouais, la chirurgie, ça va dans ce sens-là, alors que la recherche, entre guillemets, plus dans les paillasses, ça va plutôt être on réfléchit à un concept et on essaye de l'implanter. Alors ça interagit toujours, c'est-à-dire on a besoin tu sais, des chercheurs fondamentaux, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, on n'a pas leur niveau, faut le dire avec beaucoup d'humilité. Eux, ils ont fait baser leur carrière là-dessus. Nous, on a fait un double cursus, eux, ils sont basés leur carrière là-dessus, ils sont objectivement meilleurs que nous. Et donc on a besoin d'eux, et ils ont besoin de nous aussi pour voir est-ce que finalement, effectivement, ça a des répercussions cliniques, est-ce qu'en clinique ça a du sens. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment du travail d'équipe. Ouais. Une interaction. Ok, ça marche. Le CHRU de Nancy a réalisé une première en France, euh, une opération chirurgicale par l'abord sous-costal. Oui, la question est très mal Ah, mais posée. je vois Mais- de quoi tu ouais, parles. si, voilà, c'est ça. Et donc le CHRU de Nancy, c'est les premiers en Europe à avoir fait ça en janvier 2024. Et vous l'avez dirigé, si C'est moi qui l'ai fait, ouais. fait. Donc voilà. Ah, mais il faut que je me fasse mousser Bah, un peu bien quand sûr. même. Et donc, Je suis là pour ça, je crois. Hein. donc, est-ce que vous pouvez nous dire On va dire les chirurgiens, ils ont plein d'ego. Oui, on a plein d'ego. Non, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette technologie vous apporte et qu'en pensez-vous Ouais. globalement? Alors, tu sais, normalement, le robot, d'une façon générale, c'est arrivé relativement tard en chirurgie thoracique. C'est pour ça que je vous disais, on a souvent du retard sur les autres. Mais en tout cas, le robot est arrivé relativement tard et on fait des abords. Alors, en robot, on peut tout faire. Nous, on fait essentiellement des résections pulmonaires, de la chirurgie du médiastin. Donc, on peut tout faire en robot. Et on fait des abords essentiellement transcostales. Donc, on va passer entre les côtes. On a des trocars. Donc, on met nos instruments entre les côtes. L'avantage du robot, je ne sais pas si vous avez déjà été au bloc voir du robot. Bon, vous avez vu, on est assis, c'est hyper confortable. Oui. Vision 3D, instruments articulés, dissection très précise, plus de tremblement. Enfin, C'est impressionnant. c'est un outil assez incroyable. Donc ça, c'est les avantages que ça nous apporte. Le problème, c'est que nous, comme on passe en transcostal, il y a les nerfs intercostaux qui passent. Et en fait, ça les irrite. Et ça fait mal. Ça fait très très mal, les douleurs intercostales. Et donc moi, j'en avais marre, et en particulier, les endroits où on met les trocars, ça crée des dysesthésies au niveau du mamelon. Et chez la femme, c'est assez embêtant parce que plus de soutien-gorge,
des grosses dysesthésies au quotidien, et ça m'embêtait en particulier chez les jeunes. Et donc il y a Moïse Lieberman, qui est un chirurgien thoracique de Montréal, donc dans la partie française, qui a été le premier, lui, au monde, à développer un abord sous-costal. Et moi, ça faisait un moment que j'y pensais. Et je me suis dit, si Moïse Lieberman se lance, faut que j'y vais aussi, quoi. Et donc, je sais plus quand c'était en janvier de cette année, je sais plus exactement quand, j'avais dit, je crois un peu avant les vacances de Noël à l'équipe, j'aurais dit, en janvier, je commence. Et à la base, je voulais un beau malade, un malade facile, etc. Et en fait, non. On n'a pas toujours des malades faciles, malheureusement, ou heureusement, c'est peut-être pour ça qu'on fait ce métier. Et en fait, du coup, le premier que j'avais à mon retour de vacances, j'ai dit celui-là, je le fais. Bon, c'était hyper difficile. C'était vraiment difficile. Et je me souviens, je dis à l'équipe, parce que c'est hyper dur, et je leur dis franchement, si ce malade demain, il a mal comme les autres, j'arrête. Et en fait, le lendemain, je vois le malade et il a 0 douleur. Il prend du paracétamol. Nous, normalement, ils ont de la morphine. Et je me dis, ça marche tellement bien que je vais continuer. Et en l'occurrence, les malades ont beaucoup moins mal. Donc c'est vraiment pour le patient, et je pense que ça fait partie encore une fois de notre métier, c'est qu'est-ce qu'on apporte au patient. C'est-à-dire faire des techniques pour dire, il y a toujours des mecs dans le monde qui vont faire des techniques, il n'y a que qui les font, c'est génial, c'est hyper difficile à faire, il n'y a personne qui peut la refaire, il n'y a aucun bénéfice pour le malade, mais ils savent le faire. Je suis pas sûr que ça ait un intérêt. Nous, je pense vraiment qu'on est là pour rendre service aux malades, et ça, en l'occurrence, ça rend vraiment service aux malades en termes de douleur. Bien sûr. Ouais, c'est toujours axé ressenti du patient. Bénéfice patient, ouais. La recherche, elle sert à ça. Complètement. Alors là, tu sors, même si tu sais, après, on a l'évaluation de nos pratiques, là, tu sors un petit peu de la recherche, parce qu'en soi, c'est une technique chirurgicale. C'est-à-dire que moi, je dis, comme chirurgien, je veux mettre mes trocars dans le 3e espace intercostal ou dans le 6e, je demande à personne. Parce que c'est une technique chirurgicale. Moi, je considère que c'est mieux comme ça. Voilà. Après, bien évidemment, je pense que c'est important qu'on évalue nos pratiques et qu'on s'assure que ça marche. Donc, on n'est pas dans le cadre de la recherche, c'est du soin courant. Parce que tu vas m'attirer des problèmes, celui que c'est de la recherche. c'est du soin courant. Mais effectivement, il faut évaluer après ce qu'on fait. Mais il y a un vrai bénéfice patient. Mais maintenant, on n'est plus les seuls. Il y a des gens qui sont venus me voir faire. Et il y a des gens qui ont commencé aussi en France à faire du sous-costal comme nous parce qu'ils ont vu qu'il y avait un bénéfice. Donc on n'est plus les seuls maintenant. Moi j'avais une question juste un peu à part. Pourquoi Nancy? C'est une excellente question. Alors moi j'ai été formé à Strasbourg. Et en fait c'est une opportunité tout simplement. Moi normalement j'aurais dû faire ma carrière à Strasbourg. Et c'est une opportunité où ils ont besoin de quelqu'un. En l'occurrence, quelqu'un de jeune qui avait quasiment tout pour être professeur. Il n'y en avait déjà pas beaucoup en France à ce moment-là. Et bon, quelqu'un qui voulait aller dans le Grand Est, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Et moi, je suis de la région, je suis originaire de la région. Donc, moi, ça ne me posait pas de problème. Et le projet qu'on m'a présenté de développement, de devenir un gros service, ouais, ça m'a plu. Ça fait partie des choses que j'aime, ça. À développer des choses, c'est partie des choses que j'aime. Donc, le projet m'a plu. Puis j'ai amené d'autres personnes après avec moi. Donc, ça a bien marché, c'est un bon choix. Ouais, je crois on peut mieux faire, on peut toujours mieux faire. Et ce que je disais, moi, l'envie toujours d'aller de l'avant, de toujours faire des nouvelles choses, de toujours progresser, elle est toujours là. Et donc, oui, je l'avoue, c'est pas suffisant. Il en faut plus. Toujours plus. Toujours aller chercher. Sur ça, je vous rejoins. Je vais toujours faire mieux. Je suis d'accord. Mais c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Oui, bien sûr. On a pu voir qu'il existait de nombreux partenariats nationaux et internationaux au niveau de la recherche en chirurgie thoracique au CHRU de Nancy, dont des échanges privilégiés avec les services de chirurgie thoracique de l'université de McGill, pas mal, Canada, et de Turin en Italie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Quels sont les points positifs et les limites de ces derniers? Alors, j'en pense que du bien, parce que c'est nous qui les avons mis en place. Donc, je serais fou si je te disais, c'est nul. Non, je pense que, alors déjà, ça a été des opportunités, c'est des rencontres dans la vie. C'est-à-dire McGill, en l'occurrence, j'y étais. Donc voilà. Turin, j'ai été co-interne avec un des. Maintenant, il est chirurgien à Turin, donc on s'entendait bien. C'est plus facile de développer les choses. Ça va permettre, tu sais, dans la recherche, déjà, entre autres, de mutualiser tes données, d'avoir plus d'informations, les idées, t'es jamais tout seul à les avoir et on réfléchit quand même mieux quand on est plusieurs. Donc en fait de faire des travaux de meilleure qualité, ça très clairement. Ensuite ça permet sur les échanges, on a des internes de Turin qui sont chez nous, moi j'envoie des internes à McGill, on a eu un étudiant en médecine de McGill qui est venu dans le service, donc ça permet aussi de faciliter les échanges avec des universités assez grosses, et puis ça crée de l'émulation, et c'est important l'émulation.
Bien sûr, l'attractivité et d'avoir de bonnes relations avec d'autres grandes universités, ça, je pense que ça peut que aider le CHR humain, c'est ça. Ah ben très clairement, vraiment, Ouais. je te dis, dans les travaux qu'on développe, dans les projets qu'on développe, et puis dans le fait qu'on attire effectivement, enfin qu'on a des échanges qui se mettent en place, et ça c'est toujours que bénéfique, c'est-à-dire les échanges c'est génial pour celui qui vient, il va apprendre des choses, mais il nous apprend des choses aussi parce Bien que sûr. il nous explique, bah, nous on fait pas comme ça, on fait différemment, et donc on est toujours dans cette logique de progression, de nouveauté, de ah bah vous faites comme ça, bah oui c'est pas mal, donc on va peut-être changer un petit peu de la façon dont on fait. Donc c'est toujours enrichissant de toute façon Ouais. tout ça. C'est vrai. Super. Même pour les étudiants et tout. Mhm. Super. Ah ben notre étudiant de McGill il était méga content, hein. Bah, Il a, c'est il a- il a passé un très bel été avec nous. ça. Ah, Bah, ça va. j'imagine. On l'a venu voir l'équipe de France de foot, il était méga bien. Ah, Ah ça bah, va. du coup là, C'est bon, il a réussi. avec les JO en plus, ça va, oui, bah, tout bénef. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'aspect chirurgical et plus sur l'aspect émotionnel lié à la chirurgie. On en avait un petit peu discuté tout à l'heure. Est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé? Est-ce que non, même dans Non. les chirurgies, quand vous y allez, vous n'êtes pas stressé? Non, alors je pense qu'il faut pas être. Alors il faut un peu de stress, c'est important. C'est important parce que les cow-boys en chirurgie, ça se termine jamais bien. Donc je pense qu'il faut un petit peu être stressé, mais je pense pas il faille que ce soit le sentiment qui domine. Après, bien évidemment, alors il y a des gens qui ont fait beaucoup plus de chirurgie que moi dans la vie. J'ai quand même un certain nombre de chirurgies derrière moi. Je vais pas dire que c'est devenu une routine parce que c'est pas vrai, mais tu y vas plus calmement parce que tu sais aussi que si tu as une complication, bah maintenant tu sais comment tu vas la gérer. Voilà, tu as un plan, entre guillemets, un plan de vol et ça facilite quand même un petit peu les choses. Après, non, je suis pas connu pour être stressé. Je fais pas partie des gens qui hurlent au bloc. Et à l'inverse, c'est peut-être même un défaut. C'est que même si j'ai un gros saignement, en fait, je vais rester très calme. Et les infirmières me disent de temps en temps, le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est grave ou pas grave parce que tu as le même ton de voix. Ouais. Mais sauf que je ne suis pas persuadé. Déjà, moi, je ne sais pas crier, ça fait pas partie de moi. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Et je ne suis pas persuadé que me mettre à hurler, m'agiter, lancer des instruments, etc., ça va servir calmer à les gens grand-chose, autour de moi. ouais. Alors qu'à l'inverse, je pense que le fait que je sois calme crée un certain calme autour de moi. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut avoir un petit peu confiance en soi. Je rigolais en disant les chirurgiens ont de l'ego. Je pense qu'il faut avoir un minimum et qu'il y a un moment, quand on est au bloc opératoire, il faut se dire que si on n'y arrive pas, personne ne peut y arriver. Je pense pas que ce soit de l'ego démesuré, c'est que on est le capitaine dans le navire en fait, et que s'il n'y a plus de capitaine, ça ne marche plus. Même si les anesthésistes diront que c'est eux, mais ils savent que c'est pas vrai. Voilà, je pense que donc il y a un moment, faut aussi avoir confiance en soi, se dire qu'on a été formé, que c'est notre métier, qu'on sait ce qu'il faut faire. Et de toute façon, le stress permet pas de réfléchir correctement. On réfléchit plus quand on est stressé, on se met à faire n'importe quoi. Et en plus, nous, ça, on nous l'apprend, et moi, je l'apprends toujours à mes internes. L'artère pulmonaire, elle a d'artère que de nom, c'est une veine, hein. Donc un trou dans l'artère, si on commence à s'exciter et à faire n'importe quoi, et je l'ai vu quand j'étais interne, le trou, il devient de plus en plus grand. Et il y a un moment, on peut plus le contrôler, le trou. Et là, c'est catastrophique. Donc non, moi j'ai pas un tempérament. Puis c'est pas dans mon tempérament, je crois. Je suis plutôt quelqu'un de calme. Ah bah, Peut-être trop c'est- calme des fois. Je trouve Plutôt ça quelqu'un important de calme. et ouais, je trouve ça enrichissant de vous entendre évoquer ça, même niveau mentalité. J'ai pu voir des documentaires sur tout ça sur des sportifs de haut niveau. C'est vrai qu'ils partagent un peu cette mentalité. Par exemple, Mbappé, Mhm. Kylian Mbappé, j'avais vu un reportage où il disait qu'à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il se dit qu'il est le meilleur. Et je pense que la chirurgie, qu'on le veuille ou non, et dans le bloc, au moment M, à l'instant T, il nous faut aussi, je pense, cette mentalité. Ouais, je pense. Après, tu sais, on dit toujours la chirurgie, c'est l'école de l'humilité. ça. C'est-à-dire un jour, tu es le roi du monde. Tu vas opérer, ça va se passer hyper bien. Tu vas faire des trucs hyper durs. Les malades, ils vont aller nickel. Tu es le roi du pétrole. Le lendemain, spirale de complications. Tu n'y arrives plus, ça se passe pas comme tu voulais, etc. Et quelque part, c'est bien, ça te remet à ta place. Bien C'est, voilà, on n'est rien. Mais je te rejoins, je pense que c'est important quand même, parce que si tu te fouettes en permanence, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, effectivement, tu n'y arriveras pas. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir un petit peu d'ego et de se dire, mais voilà, on m'a formé, j'ai été bien formé, je sais le faire, je vais y arriver, et de toute façon, si j'y arrive pas, c'est pas dit que l'autre y arrive. C'est ça. Après, il faut savoir appeler à l'aide, hein. Je suis pas en Bien train de sûr, dire qu'il faut bien se mettre sûr. dans des Oui, oui, situations bien sûr. cata, et puis Mm. il faut savoir aussi, pour ça je te parle de l'école de l'humilité, il faut savoir appeler Bien quelqu'un sûr. d'autre si vraiment tu n'y arrives pas. Moi, je me considère pas comme le meilleur chirurgien thoracique du monde, et si j'ai besoin, moi je suis le premier qui n'hésite pas à appeler, Bien et sûr. je pense qu'il faut garder cette intelligence aussi, de savoir se dire, ben voilà,
j'ai peut-être besoin de l'avis d'un collègue, lui il aura peut-être une vision autre que la mienne, et ça c'est important aussi. Donc il faut avoir les deux, Bien sûr. avoir de l'ego mais de l'humilité en même temps. C'est vrai que c'est un faut vrai jongler. équilibre à avoir. en Complètement. soi. Ouais. Très Tout à fait. important. Mais du coup, bon, après vous n'êtes pas stressé, mais j'allais vous dire, quand vous rentrez du bloc, est-ce que vous pensez encore à ce que vous avez vu dans la journée, s'il y avait des expériences marquantes ou quoi, ou alors vous êtes complètement coupé, voilà, c'est vraiment le travail et puis ma vie perso. Alors je crois que tu l'apprends avec le temps en tout cas, Mhm. à laisser quand même un peu l'hôpital à l'hôpital. Je crois qu'au début on est tous comme ça, tu ramènes l'hôpital avec toi. Voilà, tu ne parles que de l'hôpital, de ta journée, de ce que tu as vécu, des patients, etc. Moi j'ai appris avec le temps. Alors je dis souvent, même si c'est pas tout à fait vrai, je rentre dans la voiture, c'est fini. L'hôpital il est derrière moi. Bon après on fait des astreintes, donc l'hôpital des fois il rappelle, hein. Mais en tout cas, moi j'essaye au maximum de laisser l'hôpital derrière moi. C'est pas toujours simple, hein. Il y a des journées plus marquantes que d'autres. Ça m'arrive hein, d'en rêver la nuit, hein, de rêver de certaines de mes opérations. Donc oui, je pense qu'on y pense toujours un petit peu. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir autre chose que la chirurgie dans la vie. Il n'y a pas que la chirurgie dans la vie, il y Vous a avez plein d'autres d'autres loisirs, choses. euh, Ah ouais, ouais, alors je me suis cassé une côte, ce qui est le Ouais, comble pour un chirurgien chirurgien thoracique. Mais oui, oui, moi je fais beaucoup de sport. Ouais. Moi c'est mon défouloir, hein, le sport. Je pense il faut faire autre chose. Moi j'adore le foot. Parler de Kylian Mbappé, moi je trouve qu'il est pas bon en ce moment. Mais, Non, c'est sûr. mais je crois que c'est un autre débat. Mais moi, j'adore le sport, j'adore le foot. Bon, les jeux vidéo, je suis un peu plus vieux maintenant, donc j'y joue moins. Mais fut une époque, j'adorais les jeux vidéo et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo. Mais oui, oui, enfin voilà, moi j'adore les voitures, j'adore la moto. Faut faire autre chose. Faut faire autre chose, faut déconnecter. Sinon, je pense vraiment que ça envahit, ça rend fou et on finit par péter un plomb. Donc j'essaye au maximum, l'hôpital reste à l'hôpital. Au maximum. Je dis pas que j'y arrive toujours, mais au maximum. Non, en médecine, je trouve que c'est super important ça, de vraiment avoir d'autres loisirs qui nous permettent sur le long terme d'avoir un équilibre. Oui, tout à fait. Sinon, bien sûr, la médecine, c'est vraiment un domaine où on peut vite être envahi, je pense. Ayez des passions, il faut avoir des passions autres que la médecine. Alors vous êtes dans une phase où il y a encore beaucoup de travail, etc. Donc c'est normal de consacrer du temps à la médecine, mais il faut pas qu'il y ait la médecine. Surtout après le jour où vous partez à la retraite, en plus vous faites quoi C'est ça. Ouais, s'il y a eu c'est que ça. la médecine? Donc non, non, il faut garder des passions à côté. Il y en a, on peut plus. Il y en a d'autres qui se développent après, mais il faut Tout à faire fait. autre chose. Je pense On que c'est prône, important. On prône beaucoup la pluridisciplinarité, donc c'est important d'avoir vraiment Bien sûr. d'être multicasquette, pouvoir rebondir si jamais il y a un problème. C'est vrai, toujours Bien avoir. sûr. ce bon Moi, j'aimerais bien poser une autre question, plutôt Vas-y, sur la Denis. collaboration interdisciplinaire. Oui. Donc, comment voyez-vous l'importance de la collaboration entre différentes disciplines médicales? Et est-ce que vous avez un exemple où une collaboration interdisciplinaire a vraiment fait une différence dans le soin d'un patient? Alors, c'est important. De toute façon, on est un métier, tu sais, où on collabore tous le corps humain. C'est pas, tu vois, nous juste la cage thoracique, juste le poumon. Et donc, forcément, tu as toujours des collaborations avec les autres. Donc, ça, je pense qu'on est tous pareils, on est tous interconnectés. Et je rejoins encore ce truc de quand on ne sait pas, et moi, j'essaye vraiment de le faire rentrer chez nos internes, quand on ne sait pas, on demande. On a le droit de ne pas savoir. Moi, il y a des choses que je ne sais pas. Ben, je vais demander au cardiologue, je vais demander au néphrologue. Voilà. On a le droit de ne pas savoir et c'est normal. On est tellement hyper spécialisé qu'à un moment, il y a des choses qu'on oublie. Donc, de toute façon, il y a vraiment une prise en charge qui est multidisciplinaire. Après, nous, on a des relations privilégiées avec les anesthésistes, hein, ça c'est sûr. On est tout le temps avec eux, tout le temps. Ils endorment nos malades, ils assurent une partie du post-opératoire quand ils sont en Bien soins sûr, ouais, intensifs. c'est Donc, ça, il y a une vraie connexion sur les malades. Après, en l'occurrence, cette collaboration-là, par exemple, elle a permis d'améliorer la douleur après l'opération, après les opérations chez les patients. Alors un exemple, un exemple marquant d'une Qui vous a le collaboration qui a plus, permis d'améliorer les choses chez un patient, je pense que le plus marquant, entre guillemets, c'est la plaie par arme à feu thoracique chez le jeune de 20 ans qu'on avait opéré en urgence, où là on a besoin d'une collaboration étroite, c'est-à-dire qu'il y a moi d'un côté, il faut que je contrôle le saignement, mais en même temps j'ai besoin que l'anesthésie, elle, en termes de réanimation, elle réanime de façon correcte. Et ce jeune qui est arrivé, enfin, en tout cas moi quand j'arrive, il est en arrêt, il s'en est sorti, donc c'est qu'on a été pas mauvais dans notre collaboration. Bien sûr, c'est vrai. C'est super important, hein, même de savoir collaborer aussi. Ah bah Ouais. oui. Sauf qu'en médecine, C'est pas toujours simple.
Ah, ça, Il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de, je pense, de... Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. c'est ça C'est aussi. Non, mais parce qu'on a souvent ce truc de toi, tu vas voir les choses d'une façon, C'est mais ça. le gars en face de toi, il les voit peut-être pas de la même. Mhm. Et c'est pas toujours simple de comprendre pourquoi lui, il voit pas les choses comme toi. Et je pense qu'il faut apprendre dans cette histoire d'ego dont on parlait. Des fois, il faut savoir le mettre de côté, Mhm. mettre de l'eau dans son vin, s'asseoir, discuter et arrêter de dire de toute façon c'est de ta faute. Mhm. Parce que moi, je reste persuadé que dans les situations, quelles qu'elles soient, hein, en médecine comme dans la vie, personne n'est jamais tout blanc, personne n'est jamais tout noir. La Bien vérité, sûr. elle est souvent au milieu, Mm. donc c'est important de s'asseoir, de discuter, et ça te permet de s'améliorer en plus. Tout point de vue Bien sûr. peut être intéressant. Tout à fait. Pas passer à côté. Puis d'apaiser les tensions, enfin, c'est Exactement. je pense Mais qu'il c'est faut. pas toujours facile. Ah C'est bah, ça. J'imagine, c'est surtout en sûr. contexte d'urgence. Mais justement, peut je pense être, que c'est encore plus le moment où on doit être calme, et C'est on ça. doit savoir discuter. Mm. Et c'est justement le moment où il faut pas qu'il y ait de tension. Bah oui. Mais en l'occurrence, dans ces situations-là, ça se passe plutôt bien. Ça se Mm. passe plutôt bien. Je trouve que c'est le moment où on arrive le plus à discuter. Dans la situation d'urgence, parce que je pense que tout le monde fait abstraction de beaucoup de choses. Mm. Et c'est à l'inverse quand c'est plutôt calme où les tensions Ah, apparaissent. c'est vrai. Enfin, je trouve. Ouais, je trouve. Ah, c'est drôle. En urgence, on pense qu'à ça, je pense. Ouais. Ouais, bah juste aux patients, comment le C'est ça. soigner. Exactement. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Incroyable. Incroyable. Et donc la médecine, c'est un milieu qui évolue constamment, avec des connaissances qui viennent, voilà, des types d'opérations qui marchent mieux que d'autres, donc il faut savoir toujours s'adapter. Comment faites-vous pour rester à jour avec les dernières avancées médicales? Y a-t-il des ressources ou des méthodes d'apprentissage que vous recommanderiez aux jeunes médecins? Alors moi, je suis pas à jour. Ouais. En vrai, quand même, hein. Franchement, robotique. Non, alors il y a plein de façons. Ouais, effectivement, ça évolue tout le temps. Tu as plusieurs façons. En tout cas, pour nous, que ce soit interne, médecin senior, etc., il y a les congrès déjà. Il y a les congrès où tu vas apprendre beaucoup de choses sur les actualités, sur ce que font les autres, sachant que le petit bémol, c'est quand vous serez plus grand et que vous irez en congrès, tout n'est pas bon à prendre, hein. Il faut Ouais. garder un certain recul. Ouais, Avec le gars qui vient et qui fait une chirurgie de fou furieux ou qui a mis un traitement de fou furieux qu'il a fait chez 2 malades. Faut Ouais. remettre Prudence. en contexte, quoi. Voilà, mais Ouais, en tout oui. cas déjà il y a les congrès qui vont permettre de se mettre un petit peu à jour. Il y a bien évidemment les échanges avec les autres médecins, enfin les collègues. Et puis après nous c'est beaucoup PubMed, hein. PubMed, les dernières publications. Alors moi je l'avoue avec beaucoup d'humilité, ça devient difficile de lire autant qu'avant. Moi avant j'adorais lire et je pense que vraiment je vous conseille de lire. Mm. Pas des romans hein, pour la médecine, hein, mais Non, même si vous aimez lire, lisez, mais en tout cas, les papiers, même si vous êtes encore un peu jeune, mais plus tard, ils vont vous permettre d'avoir énormément de connaissances. Et moi, j'adorais lire. Moi, j'ai énormément lu d'articles. J'ai moins le temps maintenant, mais c'est toujours de cette façon-là que je le fais, c'est-à-dire je lis des articles. Et puis de toute façon, même si vous passez à côté de quelque chose, il y a toujours un collègue qui va parler d'un truc et vous êtes dit ah je suis passé à côté de ça et ça va permettre d'aller relire. Après, il y a beaucoup de gens qui vont passer, il y a des colloques aussi qui sont organisés où on va parler des actualités. Il y a des gens qui passent par ça aussi. Il y a plein de façons différentes. Il y a les podcasts hein, maintenant aussi hein, qui existent hein, aussi C'est vrai. en tout cas sur la mise à jour des connaissances. Il y a les sociétés savantes qui nous envoient, qui nous donnent des tonnes de mails avec des mises à jour, des recommandations, etc. Donc en tout cas, les sources, elles sont multiples. Moi, à titre personnel, c'est beaucoup PubMed et les dernières publications. C'est Ok. des sources fiables, sûres. Et puis... Bon, après, Méfiance. la ça mesure, reste un mais- journal. Méfiance. Donc, La bon, LCA, hein, la LCA, la LCA. Hein. C'est ça. Voilà, Non, c'est mais ça. Non, faut Savoir, faire attention. prendre Ouais. ce qu'il faut. Faut prendre du recul. Après, effectivement, il y a des choses, il y a des papiers dont tu sais qui sont écrits par des sociétés, d'experts, qui vont être basés sur une quantité de papier incroyable. Les gars sont modérés dans ce qu'ils écrivent. Mm. Mais c'est toujours important dans toutes les informations. Moi, le professeur Massard, mon chef de service quand j'étais interne en chirurgie thoracique, il nous disait la première chose, c'est de ne pas faire confiance. Mm. Ouais. C'est vrai. Hein. Et de toujours remettre en question. C'est Alors, ça. je pense qu'il ne faut pas toujours tout remettre en question, mais je pense que voilà, ce qu'il voulait dire, c'est prendre du recul. Toujours prendre du recul et voir est-ce que oui, non, ça, Ouais, il garder un faut esprit vraiment critique. l'utiliser. Exactement. Mm. Exactement. Ouais, tout à fait. Super important. Super important. Ok. Moi, j'avais juste une petite question concernant l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que vous avez déjà un avis là-dessus, un avis sur même la place que ça prendrait même à l'avenir, en chirurgie en tout cas? Est-ce que vous avez déjà pas côtoyé, mais voilà, commencé à regarder un peu au niveau de la recherche? Alors, il y a beaucoup de choses hein, là, qui se développent en intelligence artificielle. On vit une période assez incroyable. Hein. Alors, j'ai vu passer des vidéos, un médecin en particulier, c'est un copain qui m'a envoyé ça, d'un médecin qui disait dans quelques années, voilà, il n'y aura plus de médecins. Oui, c'est ça. Il y Non, a je souvent pense ça. que
Alors je me trompe peut-être, mais je crois savoir que dans les avions technologiquement, ils ont la capacité de décoller, de voler, d'atterrir ça. tout seul. Hein. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a toujours un pilote dans l'avion, Bien sûr. même si la plupart des erreurs, en l'occurrence, elles sont humaines, mais aussi parce que ça rassure les gens. Je suis pas sûr que demain, si on rajoute toute cette intelligence dans la robotique et tout, parce qu'on a, je sais pas si vous l'avez vu, il y a une vidéo incroyable d'un robot qui fait des anastomoses digestives. Et je sais plus combien ils en fait, mais elles sont toutes parfaites. Ah, Elles sont parfaites. Donc effectivement, on pourrait penser, se dire, ben voilà, il va arriver, il va faire l'opération. En l'occurrence, je pense qu'en tout cas, tout ce développement d'intelligence artificielle et ces nouvelles technologies, à l'heure actuelle, ce sera une aide aux médecins. C'est ça. Je pense que voilà, l'intelligence artificielle va amener un certain nombre de choses, elle va aider à des diagnostics, elle va nous permettre d'aborder les choses différemment, mais ce sera rien de plus qu'un outil supplémentaire. Alors, je ne peux pas voir dans l'avenir, peut-être que dans 1000 ans, on n'aura plus besoin de médecins, on se mettra dans une cabine qui va nous scanner, qui va nous dire c'est ça, et qui va sortir une pilule en disant le traitement c'est ça. Je serai plus là pour le voir de toute façon. Mais à l'heure actuelle, je pense que ce sera une aide. On le voit en radiologie, hein, c'est de l'aide au diagnostic, c'est-à-dire que ça va leur montrer là où c'est anormal, en leur disant a priori c'est ça. Et il y a quand même une validation d'un C'est humain ça. derrière, d'un C'est médecin. ça. Donc je pense que ça va beaucoup évoluer vers ça. Nous, en chirurgie, en tout cas dans ma spécialité, l'intelligence artificielle, on n'en parle pas tant que ça à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses qui arrivent avec la réalité augmentée, c'est les superpositions d'imagerie à l'anatomie du patient, les lunettes où on va pouvoir voir des scanners, on va pouvoir avoir des reconstructions 3D de l'anatomie des patients. Tout ça, on est en train de le voir arriver progressivement. L'intelligence artificielle telle qu'on la connaît avec ChatGPT, etc., en tout cas en chirurgie, on la voit pas trop pour l'instant. Mais après, la porte elle est ouverte à tout. Et je pense qu'en tout cas, une aide au quotidien, ouais, ça très clairement, je pense que ça nous aidera. Ouais, moi je pense aussi, il y a surtout le côté administratif. C'est vrai que durant mes premiers stages, je me suis vraiment rendu compte que les médecins, les chirurgiens, ils passaient énormément de temps à remplir des dossiers, à faire du coup de la paperasse. Et je trouve que l'IA, elle pourrait soulager sur ce point-là. J'avais pas pensé à ça, mais tu as raison. Ouais. Sur la partie administrative, C'est ça. ouais. Parce Ouais, qu'il y a très beaucoup de clairement. gens, ils ont peur. Mais en fait, moi, je vois plus ça dans le... Peut-être que ça pourrait même soulager le médecin et plus faire que... par exemple, l'IA, elle a pour l'instant pas d'empathie. Pour l'instant. Et laisser ce sur quoi le médecin est bon, donc l'empathie, le contact avec le patient au docteur, et du coup, donner plutôt les tâches qu'on peut donner à l'IA. Quoi. Ouais, non, mais je suis sur la partie administrative, j'y avais pas pensé, mais tu as tout à fait raison. Après, si un jour l'IA est empathique, c'est Terminator, quoi. On se fait tous tuer. Là, je pense qu'on n'aura plus de femmes, plus de relations. On va tous se faire tuer, surtout. Aussi, Tu sais, le principe de Terminator, c'est l'IA qui se rend compte que le danger pour l'humain, c'est l'humain. Et donc, le seul moyen de protéger l'humain, c'est de l'éliminer. Ouais, c'est vrai. Ok. Faut pas Bon. qu'on y arrive, hein. Super belle image du podcast. Non, non, mais non, je pense qu'on en est encore loin. Et l'IA, c'est quelque chose de bien géré. Pour l'instant, je trouve que ChatGPT, après, il y a quand même des limites. Je sais que, par exemple, des fois, j'ai dû faire des lettres de motivation. On se sent direct. Pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, très très fort dans les formules de phrases, tout ça, mais il y a moins ce côté voilà, du cœur, parler avec les mots. Bah oui, Forcément. c'est ça. Forcément. Mais après, tu as tout l'apprentissage qui va venir derrière, C'est ça. et où effectivement, je pense que la machine Bah, elle va être c'est ça, en différente. fait, à force de demander, de demander, de demander, Elle va il apprendre va- à- Voilà, c'est ça. L'auto- Tout à fait. L'auto-apprentissage. Mais comme une aide, ouais, très clairement, en tout cas. Ouais. Ça. Tout à fait. Un outil. Parfait, Bah, parfait. Moi, je Ouais. pense qu'on est bon au niveau des discussions. je pense aussi. On va faire une autre partie, une partie plus anecdote, un peu Ouais. plus rapide, un peu plus du tac au tac. Ok. Donc voilà, on se retrouve pour la suite juste après. Donc on se retrouve pour la partie anecdote, donc voilà, un peu plus rapide. Donc je vais commencer. Quelle est la meilleure année en tant qu'étudiant en médecine? La deuxième. Ah bah, on a fait deux. Faut que je développe ou Ouais. Ah ben la deuxième, parce que le concours est passé, parce qu'il y a un sentiment d'euphorie, parce que j'étais dans le bureau de la corpo médecine, que je me suis fait plein de copains, que ça a été l'année ouais, la plus drôle, la plus insouciante. Ah. La plus insouciante de toutes. Ouais. Donc très très bon souvenir de la deuxième année. Ok, et la pire, à La contrario. D4, la La D4. sixième, ah oui, le concours de l'internat, moi c'est l'année où je me suis vraiment mis à travailler parce que je m'étais fixé un objectif. Et donc même si moi je garde pas de mauvais souvenirs vraiment de ma fac, c'est la pire en termes de masse de travail et de stress parce que moi je voulais faire de la chirurgie et je voulais rien faire d'autre et donc ouais on peut dire que c'est la pire. Ouais. Ok.
ça marche. Quel a été le diagnostic le plus simple? Donc quand on dit diagnostic, ça peut être aussi un geste technique ou alors une expérience où ça a été très rapide. Voilà, la plus simple pour vous. Quand j'étais, ouais, j'en suis assez fier, quand j'étais interne aux urgences, interne de chirurgie de garde aux urgences, où il tourne autour d'une jeune d'une vingtaine d'années qui a une douleur abdominale et où je sais pas pourquoi ils n'avaient pas demandé de BU. Je Mhm. demande une bandelette urinaire, colique néphrétique. Ah, Et ok. ça, Ça a été hyper rapide. Ouais. Elle a été soulagée tout de suite après le traitement, donc j'étais hyper fier de moi. ouais, c'est Puis ça. j'étais jeune interne, donc j'étais hyper fier de moi. Ah ouais, ça Vous l'a avez servi à raconté. quelque chose. Exactement. Ouais. En plus, Exactement. ça a soulagé la patiente. Ok. J'imagine. Et ben, à contrario, moi je fais que les à contrario. Le diagnostic le plus dur ou pareil, la situation la plus dure. C'est ça. La situation la plus dure, je pense vraiment, enfin, on en a parlé tout à l'heure, quoique ça s'en rapproche un peu, où non, là j'étais jeune chirurgien, j'étais assistant, et je viens en catastrophe mettre une assistante circulatoire à un malade, enfin en tout cas pour de l'oxygénation, Mhm. et en fait il est mort, je venais à peine de commencer, il est mort pendant. Ça a été dur. Ouais, ça a été dur. Ça a été difficile comme expérience. Ça va mieux, hein, je vais pas Bien pleurer, sûr, rassurez-vous. oui, Hein. bien sûr. Mais ouais, ça a été dur d'appeler la famille et tout après, ouais, ça a été Ouais. difficile. Ouais. Même le sommeil, je pense, après ça a été. Ouais, il y a eu quelques jours un peu compliqués. Quand je disais que c'est l'école de l'humilité, ça remet un petit peu à sa place, quoi. Même si c'est pas moi qui ai induit le Ouais, décès, bien sûr. le fait qu'il soit mort pendant, ça m'a, ouais, Peut-être ça a impuissant, été hein. ouais, difficile. Ouais. Ça a été difficile. Ok. Ok, ça marche. La pire gaffe. Ah, alors j'étais interne à Marseille. Ok. Parce que j'ai fait 6 mois à Marseille, j'étais interne à Marseille et en fait il y a un monsieur qui devait se faire opérer d'un certain âge, je pense qu'il avait une soixantaine d'années. Et en fait il était avec une fille d'une vingtaine d'années. Et j'étais de service, donc il se fait opérer le lendemain, je les vois la veille, j'étais de service et moi je fais ma visite et je vois cette personne dans la chambre. Et je lui dis, vous attendez votre papa? Et elle me dit, elle sourit, elle me dit, c'est mon conjoint. Il m'est arrivé la même chose, je te raconte. Oui, il m'a dit. Aïe, aïe, Ah, aïe. mais ça fait un peu pire honte parce qu'on a une autre Ah. question, c'est pire honte, mais Peut-être qu'il y a encore autre chose. il m'est arrivé enfin, à une dame en fait, moi je faisais les consultations et j'ai dit vous pouvez venir, donc j'ai appelé le nom de famille dans la salle d'attente et donc j'ai appelé son nom de famille, elle vient et je vois qu'elle était accompagnée et je lui dis votre fils il peut venir, elle me dit c'est mon conjoint. Ouais. Exactement. Mais depuis, moi je fais hyper attention. Ah, mais je ne Je dis plus demande, le vous nom. êtes qui? Et comme ça, il, Ah non, mais c'est vrai. Bon, j'ai eu la honte un peu parce Ah, que bah, ça va. ouais, c'était, enfin, ou gaffe, Gaffe, je sais pas, oui. mais Mm. parce que sinon, la pire gaffe, mettre des corticoïdes à quelqu'un qui commençait à être infecté. Je pense que Ah. médicalement, c'est la pire gaffe que j'ai faite quand j'étais interne. Mm. Vous vous êtes rendu compte vite. Donc, Quand il était en réa, ouais. Donc, Oh là là, aïe, aïe, aïe. Quand il était en Après, réa, ouais. Ça c'est la pire gaffe, je crois. Ouais. Médicalement, c'était la pire gaffe. Ouais. Ok. Mais j'étais jeune interne. Je n'avais pas fait le lien entre le. Mm. Il a de la fièvre, parce qu'il faisait une réaction allergique. Réaction allergique aux corticoïdes, Oui, quoi. Mm. Sauf qu'il était infecté en même temps. Il Ouais. s'est retrouvé en réa le lendemain. Ouais. Bon, après, il aurait peut-être quand même été en réa, mais a posteriori, je m'étais dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre des corticoïdes. je sais Mais Mais après, c'est difficile en médecine parce que c'est vrai que le patient il peut venir pour un problème, mais en réalité en avoir plein d'autres. Et donc, C'est ce qui fait la Ah, beauté c'est du caché, métier. hein, ouais. C'est la beauté du métier, l'ensemble, où on prend en charge en globalité, mais après, l'expérience et les erreurs. Hein. Mm. Bien sûr. Ça, Quand sur vous verrez ça, quelqu'un qui vous dit ça, il faut pas faire, et d'ailleurs mon mentor à McGill, il me le disait souvent, il me disait si je te dis de pas faire ça, c'est parce que moi j'ai déjà fait. Et ça s'est très mal passé. Mm. C'est vrai. Donc c'est comme vrai. ça qu'on profite de l'expérience des autres. C'est vrai, ce qui simplement. nous marque, c'est C'est la transmission. hein. Complètement. Ok, top. Incroyable. Ça marche. Si vous n'aviez pas fait médecine, quel métier auriez-vous fait? Footballeur. Ah bah ouais, bah, du coup, on a parlé un peu en exclu, mais... Alors à l'époque, parce que moi quand j'étais gamin, c'était Marseille, hein, qui était l'Olympique de Marseille, champion d'Europe et C'est tout. Donc, mais aujourd'hui, non, ce serait plus Marseille. Mais Je viens du non. sud de la France, moi. On Ouais, peut pas moi, le dire. Arsenal, ça Arsenal. m'a fait rêver. Ah, marrant. Mais en vrai, non, si j'avais fait un autre métier, j'aurais fait avocat. Ouais, Ah. ça m'aurait plu, ouais. Ouais, avocat, ça Il y a m'aurait des plu. séries pas mal, je trouve. J'en regarde pas tant que ça, mais encore une fois, moi je suis impressionné par cette capacité d'argumentation. Moi L'éloquence, j'adore ouais, argumenter ouais. dans la vie, en général, j'aime bien les débats. J'aurais adoré ça. Ah oui, je Adoré. Incroyable. Ouais. Ça marche, ok. Si vous n'aviez pas fait votre spécialité actuelle, laquelle auriez-vous fait? Alors vous allez être étonné, mais néphrologie. Ah Ouais, bon c'est loin de la chirurgie. Chir Hein. Non, néphrologie, Ah, ok. ouais, partie Néphrologie. médicale. En fait, entre l'externat et l'internat, moi j'ai fait. Déjà, quand j'étais en D4, j'adorais la néphro. J'étais une machine en néphro à C'est l'époque. assez rare, hein. D'ailleurs, faut le noter. Hein. J'étais une machine. J'étais externe en néphro, je répondais à toutes les questions. J'étais une D'où la machine. bandelette urinaire. Ouais. Voilà. Et j'ai fait FFI moi après en néphro. Entre la D4 et le début de l'internat, j'ai fait un mois FFI, j'ai adoré.
Adoré. Donc ouais, moi je trouvais que c'était une spécialité en termes de réflexion, etc. sur les troubles ioniques. Alors peut-être qu'au quotidien, à terme, ça devient très rébarbatif, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, sur la vision que j'en avais eue, j'avais adoré. Et Mais c'est très finalement, important en chirurgie plus. thoracique. Oui. Finalement, je suis Je trouve que retourné. c'est très important parce que les patients, une insuffisance rénale, ça arrive très souvent et même dans la prescription des médicaments, il faut toujours le Ah, prendre sur les en compte. néphrotoxiques, Donc, etc. ouais. Mais après, ce que je te disais, quand on sait pas, on demande, et je peux te dire qu'on leur demande très souvent. Des fois, ils sont sollicités. Ok. Quel est votre talent caché hors médical? Vous avez dit un peu le foot, mais est-ce que vous avez un talent caché? Un talent caché. Alors, je sais pas si c'est un talent, mais je suis souvent le bout en train. Ouais. Moi, je sais que j'aime bien faire rire les gens. J'étais à un mariage il n'y a pas très longtemps et j'étais le témoin et j'ai fait quelques discours. Et les gens sont venus me voir après en me disant on va t'embaucher juste pour faire les discours à nos mariages. Et j'ai dit souvent en rigolant que dans une autre vie je ferais du stand-up. Bah ouais, ça marche. Donc je sais pas si c'est un talent caché, mais j'aime bien faire rire les gens. Ouais. Je dis souvent que le bloc opératoire c'est ma zone de spectacle. Ah. Ouais. C'est beau. Donc C'est je sais beau. pas si c'est un talent caché, mais Mais il y a plein de médecins, je connais un médecin marocain par exemple qui est stand-upper aussi, et donc il fait des blagues en même temps, il Ça fait de la santé détend- publique. Je pense que ça donc, détend l'atmosphère. ouais, c'est ça. ouais, après c'est comme tout, il y a des moments. Ah, Oui, 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 bon, bien sûr. Mais ouais, non, moi j'aime bien faire rire. Après, je te dis, je sais pas si c'est un talent caché. Après, un talent caché, non, je pense que ouais, j'aime bien l'humour. Ouais. Je pense que j'arrive à faire rire les gens. Ouais. Ouais, c'est Ok, bien. bon, déjà, c'est super. Les gens, et quand ils regarderont, ils diront peut-être que non. Non, J'aurais plein de mails de gens, il me ment, Les commentaires. Non, il me ment. On est passé en sachet, il est pas drôle. non, non, non. Et donc, la situation la plus gênante, Piron, je pense qu'on l'a faite. À part si À part si vous avez autre chose encore. il y a une note qui vient à l'esprit. Mais... Bah, il y avait celle-là, la pire honte, la pire honte. Gênant. Ah si, quand même, Ah. ouais, si, une fois T'allais où en fait je chercher suis, ouais, si, parce que je suis interne, je suis d'astreinte le week-end, et il y a une famille qui veut me voir, et en fait moi j'en ai marre. Donc je dis à l'infirmière, non, je les verrai tout à l'heure quand je reviens, et puis bon, je commence à être, parce que j'étais fatigué, Ouais, j'ai eu la ouais, semaine ouais. d'astreinte, j'ai pas beaucoup dormi, et j'avoue, je suis peut-être un peu désagréable, et puis je vois que son regard change, et en fait je me retourne, ils étaient derrière moi. Et Ah, ouais, ouais. j'étais pas très sympa. Voilà, bon, Ouais. voilà. Ça, Ah ça, ouais. effectivement, c'était gênant. C'était gênant Ouais. parce que pour rattraper ça, c'est compliqué. Ouais. Ah ouais. Mais va on est dire humain. erreur d'interne. C'est ça. Hein. On est humain. Et on ne fait plus du coup les erreurs comme ça maintenant. Exactement, et on On s'assure regarde qu'il n'y ait toujours. personne derrière quand on dit des Toujours trucs comme regarder ça. derrière son dos. Exactement. C'est ça, non mais c'est vrai, hein. C'est les erreurs qui font qu'on apprend. Ok. Votre votre plus grande fierté dans le domaine médical du coup. Alors, dans quel sens? Parce qu'il y a plein de. Peut-être la situation. La plus grande le moment, consécration, voilà, vas-y, dis-moi où ce que vous êtes toi, tu santé- Alors, je pense que c'est un peu. Parce que je pense que tout le monde s'attend à ce que je dise que j'ai été nommé professeur jeune, etc. Mm. C'est pas ça. C'est quand les gens qui sont importants pour vous, que ce soit la famille, les amis, en tout cas les gens qui comptent, vous disent je ne confierai ma santé et celle de ma famille qu'à toi. Oui, c'est vrai que ça c'est. Et ça, c'est. Ouais, ça, c'est. Sentiment Une de confiance, fierté. en Ouais, fait. ouais, effectivement. C'est Ouais. beau. C'est vrai que C'est beau, c'est hein. très beau, c'est très très beau. Je devrais écrire Parce des que, romans. Vous savez, le professeur Renaud, il aurait pu dire qu'il a été nommé professeur à 35 ans. La c'est ça chirurgie Ouais, aussi. Donc, 35 ans, ouais. Très très jeune. Mais ma très, mère, très ça la jeune. rend très fière. Ouais. Bien sûr. Donc, non, mais en tout cas, c'est. Mais c'est ouais, une c'était belle- ça. Ouais, je pense que c'est la plus grande fierté. Ouais. une belle fierté. Ouais. Je pense que c'est ça. Ok. Et le plus beau moment en tant que chirurgien thoracique. Le plus beau moment en tant que chirurgien thoracique. Bah, je pense qu'il est récent. Ouais, c'est quand Lorenzo Ferri m'a dit qu'il était fier de moi. Ok, Mm. Lorenzo Mon Ferri, patron qui- de McGill. Ok. Ouais, quand il m'a dit qu'il était fier de moi et de ce que j'avais fait, ouais, c'était un beau moment. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Finalement, vous voyez, c'est pas des actes. Hein, Ouais, c'est- ouais. C'est des. Ok. Non, mais c'est beau. Et puis plus généralement, le plus beau moment de votre vie, ça rentre bien sûr dans les détails personnels. Mais je suis obligé de parler de mes enfants. Ah bah oui, là. La naissance de mes enfants, bien évidemment, quoi d'autre? Parce que s'ils regardent, après, ils vont dire ouais, Il a pas dit ça. la naissance de mes enfants, le plus. Non, mais en vrai, je pense que ça reste comme. Ouais, ça fait partie, en tout cas. Ouais, ça fait partie des plus beaux jours de ma vie, la naissance de mes enfants. Mm. Ouais, c'est une étape. Enfin, c'est la vie qui change. Ça change tout. C'est vrai. Ça change tout dans les priorités, ça change tout dans l'engagement, ça change. Je sais pas si vous en voulez, mais voilà, vous verrez que ça change la vie, mais en bien, Ok. en bien.
Il y a des choses qui C'est deviennent bien. secondaires après. C'est ce que tous les parents disent, donc Ouais. c'est beau. C'est beau, c'est très très beau. Et ben, donc on a fini cette partie anecdote rapide. On va juste maintenant pour conclure faire une petite partie conseil, transmission, C'est ce ça. que vous voulez laisser du podcast. Donc tout d'abord, y a-t-il une personne ou un événement en particulier qui vous a inspiré ou qui continue de vous inspirer dans votre carrière? Encore ça, aujourd'hui, c'est- après vous avez déjà un peu répondu. c'est ça, Ouais, un après peu, on va revenir toujours à la même personne. Après, s'il regarde, il va croire que je suis amoureux de lui. Ou impatient, Mais, non, mais, sinon impatient, enfin, un moment qui vous a fait dire que, ah oui, j'ai envie, enfin, ça c'est Encore surtout pour récemment, que voilà. voilà, les gens qui regardent se disent, ah oui, c'est ça La qui, passion, elle est toujours là, voilà, qui l'a l'envie est toujours motivé, là. Ah mais moi tous les jours en fait je m'émerveille de me dire, enfin tous les jours, en tout cas régulièrement je m'émerveille de me dire que on arrive à faire dormir des gens, les ouvrir, enlever des morceaux, Ouais, c'est beau. les réveiller et qui fonctionnent toujours. Et ça je trouve ça juste Mhm. incroyable. Je trouve ça incroyable. C'est Moi je reste passionné par ça, le fonctionnement du corps humain, c'est juste incroyable. Donc voilà. magnifique. Ok, Super. ça marche. Quelles sont pour vous les 3 qualités primordiales à avoir en tant que chirurgien ou alors chirurgien thoracique, si on devait vraiment minimiser, faire un... Alors après ça va être encore non mais je pense que tout le monde l'a dit, je pense que dans tous les cas il faut de l'empathie, ça c'est sûr, on est encore une fois on est des humains en face de nous. Je crois qu'il faut être manuel quand même un petit peu. Mhm. Il faut être manuel je pense qu'il faut aimer quand même un peu la difficulté. Mhm. Ouais. C'est pas une spécialité facile, c'est pas une spécialité facile à apprendre, c'est pas une spécialité facile à pratiquer. Et je pense qu'il faut aimer, il faut quand même aimer la difficulté quand on va en Donc chirurgie être thoracique. sadomaso. Non, J'irai pas Pour jusque là, mais en tout Voilà. cas Aimer non, les défis, je faut pense. ouais, Oui, faut bien sûr. exactement, ouais, c'est pas la plus facile, mais c'est une spécialité très gratifiante, très très gratifiante. magnifique. Et ben pour conclure, hein, si vous deviez transmettre un message aux futurs médecins ou à vos jeunes collègues, quel serait-il? Sachant qu'on peut faire aussi un autre concept où vous vous donnez un conseil à vous-même plus jeune. Plus jeune, ouais. Si je me donnais un conseil à moi-même plus jeune, sois patient. Ok. Ouais, ça, c'est- Mais ça, je peux pas le donner aux plus Ouais. jeunes, mais à moi-même, ouais, apprends à être patient. Mhm. Ça très clairement, parce que je crois que la patience, c'est pas ma plus grande qualité dans la vie. Mais apprends à être patient. Après, sur les plus jeunes, non, je reprendrai le conseil qui m'avait marqué à moi. Il faut garder le feu sacré. C'est un très beau métier, malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré tout ce qui peut se dire, malgré les difficultés qu'on a actuellement. Je pense que ça reste effectivement un des plus beaux métiers du monde. Et qu'il faut garder le feu sacré, même dans les moments où c'est un petit peu plus dur, parce qu'à la fin, c'est pour le meilleur. Bien sûr. Ah, génial. Magnifique. Bah, alors, on va Magnifique juste terminer conclusion. sur la dernière petite question Ah oui. bonus. C'est vrai. Donc, la dernière fois, on avait accueilli Dr Moronval, Doc FX, qui nous avait posé une question. Et c'est donc une question qu'on va poser donc, au prochain invité, qui est donc C'est ça. vous. Il nous avait posé la question, voilà, quel est pour vous le meilleur, comment je pourrais dire ça, le meilleur outil de transmission maintenant du savoir de nos jours pour les médecins? Oui, alors c'est sûr que les générations, elles ont évolué. Effectivement, je pense qu'en tout cas, il y a énormément de supports numériques à l'heure actuelle. Et que c'est peut-être aujourd'hui le meilleur support, mais numérique, pas que YouTube, hein. Moi, je trouve que YouTube a ses limites, et on le voit très bien en chirurgie, sur les vidéos chirurgicales, où avant, on ne connaît pas le dossier du patient, on n'a pas toutes les étapes chirurgicales, il n'y a pas tous les éléments anatomiques qui peuvent conduire à des erreurs. Donc je pense que les vidéos YouTube, c'est pas toujours parfait, mais en tout cas, effectivement, je pense qu'en 2024, c'est très clairement les moyens numériques, quels qu'ils soient. Mais pas forcément YouTube, hein, avec des miniaturisations et des résumés très rapides. Même si j'attaque pas l'invité précédent, hein. Bien Faut sûr. pas qu'il vienne me Ouais, crever mes pneus, hein. non, non, non. Non, mais c'est vrai, c'est une autre vision et c'est bien de le partager. Je trouve qu'à YouTube, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle sur les vidéos, ça laisse la Exactement. liberté, mais il y a aussi du coup des limites. Exactement, et d'ailleurs, tu sais qu'ils ont à un moment fait une société même, hein, avec des recommandations sur les vidéos médicales sur YouTube, qu'est-ce qu'il fallait dire, comment il fallait l'amener, etc. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de contrôle, n'importe qui peut dire n'importe Surtout quoi. pendant le Covid, hein, il me semble, hein, tout ça. Ouais, et même il y a des labels maintenant. Donc, comme il en parlait d'ailleurs Doc FX, hein, que il peut être, les médecins sur YouTube, ils peuvent être labellisés comme quoi c'est Mm. vraiment des vrais médecins. Ouais, c'est ça. Et même s'ils sont vrais médecins, ils peuvent perdre ce label Mm. si ils disent Il des dit quelque choses. chose de mauvais, ouais. Bon, c'est le risque, hein, c'est le risque de raconter n'importe quoi en Bah, fait, bien hein, sûr. donc, et puis l'audience est là, et C'est puis, ça. mais encore plus quand on est jeune, hein, si un médecin le dit, Bah oui. c'est que c'est vrai de toute façon, donc, mais ça reste numérique en tout cas.
Je suis assez généraliste. Comme ça. Magnifique. Tout Et à si vous fait. deviez vous poser une question au prochain invité, est-ce que invité. vous... Comment il arrive à allier la médecine avec la vie politique? Oh, Magnifique. ça c'est une belle Très question. belle question. Est-ce que vous voulez répondre ou... Non, non, pas du On tout, savait c'est une pas. vraie Allez, question. On savait pas. C'est une vraie Eh ben, question. super. C'est une Question vraie ouverte. question. Ouais, ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Merci beaucoup. Merci à Professeur vous Renaud, pour de l'invitation. Merci à magnifique vous. moment, plein de bons conseils et de belles transmissions. Je pense que les gens qui vont regarder, j'espère que ça leur plaira parce que c'était vraiment plaisant en tout cas de passer ce moment avec vous. Tout à fait. Humainement, Et, vous êtes incroyable. Merci à vous. Merci à vous. Et, Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, mettez des commentaires, les personnes que vous voulez voir plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser, hein, peut-être une partie 2 avec vous, pourquoi pas si vous êtes dispo. On trouve toujours un moment. Donc voilà, merci encore professeur Renaud, merci Yanis, merci à moi-même, merci à l'Empire Le Poids, je remercie tout le monde. Et puis à plus, à bientôt. Allez, à bientôt.